parler au lieu de ventilation et de mobilité, un petit peu plus largement de ce que ça peut représenter de vivre avec une ventilation artificielle. Pour me présenter brièvement, moi je suis médecin généraliste, je suis médecin traitant de personnes atteintes de maladies neuromusculaires qui vivent à la résidence Violaine de Quépert. C'est un lieu de vie de personnes neuromusculaires très dépendantes, dans laquelle on travaille à deux médecins pour assurer une permanence de soins. Cette résidence elle a été créée en 81 par Madame de Quépert, la fondatrice de l'AFM. Elle a aujourd'hui le statut de MAS avec soins renforcés, c'est un statut qui n'existe pas. Une MAS, c'est un lieu de vie généralement assez médicalisé, et là on est avec soins renforcés, parce qu'on héberge énormément de patients ventilo-dépendants. On a 47 places d'hébergement permanent et 4 places de séjour temporaire à la MAS. J'ai compté à peu près sur l'année 2019, on a eu dans les résidents permanents, c'est-à-dire des gens qui sont restés plus de 3 mois à la résidence, on a accueilli 29 patients trachéotomisés et ventilodépendants sans autonomie. On a 2 patients trachéos qui ne sont pas ventilés. On a eu 2 personnes ventilodépendantes en VNI, c'était des patients SLA. Et puis 9 patients qui ont des VNI ou des PPC nocturnes simplement. La MAS appartient au pôle Violaine de Quépert qui est situé sur la région d'Angers. Donc adossé à la MAS, il y a ce qu'on appelle le village Répit Famille. C'est un endroit où les familles de personnes atteintes de maladies neuromusculaires peuvent venir séjourner pour être temporairement soulagées du soin, en tout cas dans la mesure de leur demande. Il y a également un dispositif d'habitat partagé, c'est en ville, dans Angers, un endroit où vivent de façon assez proche, en fait, 12 patients ventilodépendants qui sont chacun dans leur appartement, mais au sein de la résidence, il y a une permanence de sécurité avec quelqu'un qui peut intervenir en permanence pour les soins notamment de désencombrement. Quand on évoque la ventilation et la mobilité, il y a ces grands points qui se dégagent. C'est la question de l'ergonomie, de pouvoir transporter un ventilateur. La question de la sécurité, comment est-ce qu'on assure la sécurité d'un patient ventilodépendant en lui laissant sa mobilité. Tout ça, ça renvoie à la question un peu globale de la qualité de vie et de l'autonomie de ces personnes. Donc, à la résidence, comme je vous ai montré, il y a essentiellement des personnes trachéotomisées, ventilodépendantes. Donc c'est de celles-là que je m'occupe en fait un peu plus sur le plan de la ventilation. Ceux qui ne sont pas trachéotomisés sont suivis par les pneumos au CHU. Donc un peu d'histoire sur l'histoire de la mobilité pour la ventilation. C'est à peu près corrélé avec l'histoire de la résidence Violaine de Quépert, puisque les premiers respirateurs qui ont permis aux patients d'embarquer sur leur fauteuil sont apparus en gros dans les années 85-90. Donc les premiers ventilateurs étaient des ventilateurs issus des ventilateurs de Réa, donc à souffler. Les patients étaient ventilés sur trachéotomie et on les désencombrait par le biais des aspirations endotrachéales. De cette expérience-là, de cette période-là, ça c'est l'expérience de Violaine de Quépert, c'est pas du tout exhaustif, mais ce sont les respirateurs qui ont été utilisés à la résidence, donc l'EOL 1, 2 et 3. Juste pour ordre d'idée, donc c'est l'EOL 1, c'est 1987, on était à 25 kg et c'était un des premiers qui était considéré comme mobile. Ça posait déjà des problèmes de l'installer au fauteuil. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, on a gagné en durée d'autonomie progressivement et en perdant du poids progressivement. Donc l'EOL 3, et avec différentes versions, était avec des batteries connectables de plus en plus adaptées pour la mobilité, un poids moins important, et puis il permettait de mesurer de façon assez précise les volumes expirés et de maintenir une PEP, ce qui était déjà une évolution importante. J'ai mis ça là, c'est un petit peu juste pour le plaisir du texte en fait, qui a été écrit par Monsieur Chalvignac. C'est l'ingénieur qui a développé les éoles.
Il a écrit ça, enfin c'était la préface en fait de la notice d'emploi de l'EOL 3, ce texte que je reprojetterai à la fin si certaines personnes ont envie de le lire. Le docteur Pierre Quini, c'est un médecin de rééducation qui travaille à la résidence avec nous, qui travaille également en CHU, et qui a publié en 2012 un article sur l'évolution de l'espérance de vie des patients atteints de myopathie de Duchenne. Le recrutement, c'était uniquement les patients qui avaient séjourné au centre AFM, soit sur des séjours temporaires, soit sur des séjours permanents. La conclusion de son étude, c'était que la ventilation assistée par trachéotomie permet une importante amélioration de la survie de ces patients, pouvant atteindre 20 ans. Il a écrit ça en 2011, ça fait 8 ans, et il y a des patients dont il a parlé à l'époque qui sont encore vivants. Donc on a gagné encore quelques années. Ce qu'il avait pu montrer dans son analyse, c'était que c'était vraiment significativement différent pour les patients nés après 1970, parce qu'ils ont pu bénéficier du coup à la fin des années 80 de ventilation artificielle. L'amélioration de la survie avec une ventilation permanente, donc ça c'est toujours sa conclusion, nécessite une organisation parfaite au domicile pour permettre le désencombrement immédiat si nécessaire, et nécessite la prise en charge par une équipe entraînée. Il a évalué aussi que la qualité de vie restait satisfaisante, que le patient soit trachéotomisé ou en ventilation non invasive, malgré une dépendance majeure pour tous les actes de vie quotidienne. Son étude, elle a été faite à partir de recueils d'entretiens rétrospectifs. Donc, dans ses conclusions, il évoquait la polémique un petit peu de savoir si la ventilation invasive était inéluctable ou pas pour ces patients ventilés au long cours. Voilà, sa conclusion, c'était que ce débat n'est pas clos et je pense qu'il n'est pas prêt de l'être. Les deux options devraient pouvoir être proposées en fonction des situations. Donc les ventilateurs récents. Là, je vais faire un petit peu un retour d'expérience qui m'a amené à m'intéresser aux ventilateurs. Je vous ai dit que l'histoire de la résidence, c'était vraiment l'EOL. Et puis, au début des années 2011, je crois, on a appris que l'EOL allait s'arrêter et qu'il allait falloir remplacer les ventilateurs par des ventilateurs à turbine qui n'étaient pas forcément tolérés. Les premiers essais qui ont été faits par le prestataire en lien avec le médecin de l'hôpital ont montré que la tolérance n'était pas du tout la même. En fait, les patients avaient du mal à supporter parce que c'était un ressenti extrêmement différent. Et donc, on a décidé de travailler ces relais-là. Ça concernait quand même 30 patients. Et puis, on s'est rendu compte très rapidement qu'un patient ventilé, il a un besoin absolu que son environnement soit très au clair avec la machine qu'on lui met dans les mains. Donc l'expérience qu'on a menée à la résidence, elle s'est déroulée de 2014 à 2016 sur 3 années, pendant lesquelles on a pu basculer 30 patients qui n'ont aucune autonomie respiratoire et on a pu le faire sur leur lieu de vie, dans leurs conditions de vie vraiment inchangées. C'était en accord avec le médecin, le pneumo-réanimateur qui suit les patients trachéotomisés sur la région. Et on était en lien régulier pour faire des points, pour évoquer des problèmes. On a appliqué une technique en fait de surveillance de capnie transcutanée et une technique en faisant une spirométrie qui nous a permis de récupérer à partir des éoles des patients un petit peu les courbes de ventilation que les patients de ce qui pouvait se passer. C'était très approximatif, c'était avec des poumons tests. Et on a essayé d'appliquer en fait aux machines à turbine les mêmes, non pas les mêmes paramètres réglés, mais en tout cas délivrer la même chose. Et en fait, tous les patients nous ont dit qu'ils n'avaient pas senti de différence. Donc c'était un critère assez intéressant. On a eu vraiment que des bonnes expériences de changement de machine, moyennant un travail préalable assez conséquent. Ce travail, il a été possible uniquement parce qu'on a eu une implication très forte du prestataire qui s'occupe de la résidence, qui était très, très motivé pour répondre à toutes les difficultés qui ont pu se présenter. Et puis, certains fabricants qui se sont énormément impliqués aussi pour être très présents
pendant tout ce travail-là, et c'est ce qui a permis que ça se fasse. Cette période de 3 ans, elle a été l'occasion aussi de remarquer en fait le besoin de formation de tous les membres du personnel soignant, parce qu'il y avait des gens qui savaient bien faire avec l'éole. Quand c'était écrit HP, ils savaient qu'il fallait rechercher une obstruction de façon intuitive, en fait, sans savoir pourquoi. Et de la même manière, BP, il regardait les tuyaux. Et puis, tout à coup, quand c'était écrit sur l'écran d'une machine hyper sophistiquée, ça ne voulait plus rien dire pour eux. Et on a eu des surprises ou des soucis parfois. Donc, on a dépisté toutes les difficultés de maniement de ces nouvelles machines. Et puis, on a déroulé des formations pour tous les membres du personnel. Donc les constats qu'on peut faire à l'issue de ce travail-là, c'est que les ventilateurs récents continuent à être de plus en plus petits et légers. Ils sont à peu près tous équipés maintenant de sacoches de transport qui permettent normalement de pouvoir les fixer au dossier du fauteuil roulant. Ils sont tous munis de batteries externes avec des autonomies très variables selon les machines. Ils ont à peu près tous la possibilité de programmer différents programmes. Pour moi, c'est quelque chose qui est important puisqu'on s'en sert pour avoir en permanence une machine de secours prête à être utilisée. Donc on règle un programme pour le jour qui est calibré avec le circuit le coaxial qui va au fauteuil, un circuit pour la nuit, enfin avec un programme nuit. Il y a des personnes qui ont besoin de temps en temps de gonfler leur ballonnet, donc on a des programmes dédiés pour ça aussi. Et puis, on a aussi des programmes, par exemple, qu'on peut nommer crise d'angoisse ou des choses comme ça, qui sont avec des fréquences très rapides et qui permettent parfois d'apaiser de façon très efficace des sensations de manquer d'air. Donc les nouveaux ventilateurs, globalement, ils ont des données de ventilation qui permettent de monitorer en temps réel. Ça permet de dépister éventuellement certaines asynchronies quand on prend le temps de s'asseoir par terre derrière la machine et puis de regarder ce qui se passe pendant que le patient est occupé tranquillement sans penser à nous. Les machines enregistrent aussi ces données, ça permet de les confronter quand on surveille une capno nocturne. On voit l'aspect de la courbe et puis c'est intéressant de rechercher des accidents qu'on peut retrouver éventuellement sur les données de ventilation. Ça permet de s'interroger sur les réponses qu'on peut donner. Et puis je m'en sers aussi en fait quand il y a des obstructions de canules pour regarder un petit peu le processus et comment la machine a évolué pendant ce temps-là. Ça permet notamment, je trouve, de savoir un petit peu comment régler le seuil d'HP pour être alarmé assez rapidement. Donc les nouveaux ventilateurs, ils proposent énormément de possibilités d'alarme. Il y en a beaucoup. Ce qui est très important, c'est de les choisir et surtout de bien les régler. Ils sont à turbine, ça permet d'avoir des débits variables même sur les modes volumétriques et puis sur les modes en pression d'avoir éventuellement des compensations de fuite. Globalement, il y a des éventails larges de triggers qui permettent, là encore, si on prend vraiment le temps de trouver celui qui va permettre au patient, même quand il se passe vraiment plus grand-chose, de continuer à déclencher et d'être mieux synchronisé avec sa machine. Je pose la question des modes mixtes, mais je crois que c'est une grande question à laquelle on ne répondra pas tout de suite. J'ai entendu parler dans les diapos précédents, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette recommandation de ventiler en volume les patients trachéotomisés pour être alertés notamment par l'HP. J'ai vu des patients arriver de différents centres, certains ventilés en pression, et j'ai l'impression que la variabilité en fait, que permet le mode en pression est un atout assez important en termes de qualité de vie. Et du coup, voilà, on peut s'interroger peut-être sur les autres paramètres qui peuvent nous alerter en cas d'obstruction. Donc, quand on parle de mobilité, il faut pouvoir installer donc le respirateur sur le fauteuil. Et là, on voit que parfois, de la théorie à la réalité, il y a un grand chemin. Donc, il y a bien des sacoches de transport. Encore faut-il pouvoir les fixer sur les dossiers des fauteuils, qui sont souvent bien encombrés. Et puis, le patient a besoin de le bouger, son dossier de fauteuil, pour soulager ses appuis. Et parfois, on arrive à des situations un petit peu problématiques. C'est un fauteuil comme on en voit à la résidence Yolaine de Quépert. Dans le sac à dos noir qui est sur la gauche, il y a la pompe d'alimentation
avec sa nutrition entérale donc, qui passe par sa gastrostomie. À côté, il y a la poche d'eau qui viendra en relais. Et puis derrière le petit sac à dos noir, on aperçoit le petit sac à dos rouge qui est le kit d'urgence avec la canule de rechange, l'embu et tout ce qu'il faut au cas où il lui arrive quelque chose. Donc voilà, ça illustre un petit peu. Sur un autre dossier d'une patiente qui est en VNI, on est sur quelque chose d'un petit peu chargé aussi. Là, c'est cette patiente, elle faisait le choix, elle d'enlever, bon, c'était pour des raisons, elle n'arrivait pas du tout à respirer par le nez uniquement, donc elle était obligée d'avoir ce maintien cervical à droite. Et puis en fait, sa ventilation la gênait pour manger, donc elle retirait tout. On voit que ça prend de la place aussi sur les fauteuils. La mobilité, c'est aussi la sécurité, la fixation des interfaces et des tuyaux. Là, c'est une photo juste qui montre donc ce jeune homme qui est devant son ordinateur. Il est hyper bien ventilé avec sa pipette et puis manque de peau, il a un petit peu mal. Il recule son dossier de fauteuil et il se retrouve avec la pipette dans l'oreille. C'est beaucoup moins efficace et surtout, il ne peut pas alerter. Donc, c'est hyper important à prendre en compte. Donc il y a Gert Vastils qui est ergothérapeute à l'hôpital Linkendahl qui avait présenté un petit peu cette enquête qu'il avait réalisée auprès de ses patients lors des JIVD en 2018. Au-delà d'avoir fait l'enquête, il a eu la gentillesse de bien vouloir la traduire. Donc je laisse ces mots qui ne sont pas toujours les mots qu'on emploierait en français, mais qui sont tout à fait justes et compréhensibles. Donc la question qu'il posait à ses patients, c'était à part votre respirateur, de quelles aides techniques et appareillages est-ce que vous avez besoin en qualité de patient ventilé lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison? Et il a eu toutes ces réponses qui tournaient autour de la sécurité, le besoin de se sentir en sécurité. Une préoccupation récurrente, c'était alors la réserve d'alimentation, c'était l'alimentation électrique en fait du respirateur. Donc l'inquiétude de la panne de batterie ou du respirateur la nuit qui n'est pas branché quand on couche le patient. Un autre problème qui revenait beaucoup, c'était la fixation de l'embout buccal ou du masque nasal et des tuyaux du circuit respiratoire, que ce soit au lit ou sur le fauteuil roulant. C'est vrai que les circuits, c'est hyper important aussi de pouvoir les positionner correctement autour du patient et les fixer. On a des patients qui se débranchent en s'accrochant bêtement dans une poignée de porte en passant et ça va très vite, très mal. Donc Gert a mis au point des crochets pour fixer les tuyaux. Il fait ça avec une imprimante 3D. Et puis, ça lui permet de bien fixer tout le matériel du patient pour tout sécuriser. Il a également fait des systèmes qui permettent que l'embout buccal soit fixé sur le patient et non pas sur son fauteuil. Donc, il a aussi posé la question à ses patients de savoir, en dehors du domicile, comment ça se passe. Et les mêmes genres de réponses sont revenues. C'est vraiment une question de sécurité. Donc les pannes mécaniques, c'est des pannes de respirateur ou tout ce qui peut être un tuyau qui perce, enfin tout ce qui va faire que la ventilation ne va pas être continuée. Donc il a mis au point, lui aussi, un kit d'urgence qui est à peu près le même que celui qu'on avait à la résidence. Donc au domicile, le matériel que tout le monde connaît, avec l'importance de fixer les circuits, d'adapter les interfaces et de bien régler un humidificateur. Très rapidement, c'est un patient qui était ventilodépendant, c'est un monsieur qui a eu une SLA, et qui était très bien ventilé avec son masque là à gauche, avec un mode de ventilation à fuite, et qui un jour m'avait demandé en fait de faire quelque chose pour lui parce que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas pu faire de shampoing correctement, et puis il avait un état cutané au visage qui était assez altéré. On voit sur la photo en haut à droite les marques de son masque en fait sur sa joue. Et puis donc il était très content. On pouvait faire que le shampoing avec l'embout buccal parce qu'il fallait que quelqu'un le tienne dans sa bouche. Il n'avait pas la capacité de le garder tout seul. On voit sur la photo du milieu qu'il a aussi le comfil sous le nez parce que son masque lui faisait malgré tout des petites lésions. Et puis ce monsieur, il présentait en fait très souvent des épistaxis
Et c'était une situation de panique absolue, évidemment, dans son masque nasal. Donc le clin d'œil qu'il nous fait en bas, c'est parce que il trouvait que c'était quand même drôlement bien de ne pas avoir son masque de temps en temps, mais il n'était pas capable de tenir sa pipette au fauteuil. Et donc il s'était acheté un embout de tuba et qui s'installait hyper bien sur le circuit coaxial. Alors il avait de temps en temps devant son écran d'ordinateur, il passait 1 heure ou 2 avec son masque. La sécurité pour partir du domicile, c'est de penser à la charge des batteries et au temps d'autonomie qu'on va avoir pendant la sortie. C'est donc avoir toujours un cordon de secteur avec soi. Il y a des cordons allume-cigare qui permettent de se brancher dans la voiture éventuellement. On prévoit aussi un système de désencombrement, quel qu'il soit, ça dépend de ce qui est prévu autour de ce patient. Et puis donc ce fameux kit d'urgence que nous on met dans un tout petit sac à dos rouge et dans lequel on sait qu'il y a le bavus, l'interface de rechange et du scotch en cas de problème sur les tuyaux. Et là, à chaque fois qu'ils sortent, ils partent avec leur ventilateur de secours qui est préprogrammé pour pouvoir être mis en cas d'urgence. La sécurité de ces patients-là, c'est surtout les aides humaines. Donc il y a les aidants familiaux qui peuvent être formés, qui peuvent faire pas mal de choses. On constate dans beaucoup de situations un épuisement tout à fait légitime, surtout qu'on voit que les patients vieillissent. Et il faut que je finisse. D'accord. Donc voilà, on note un intérêt en tout cas pour les séjours de répit, tout ce qui peut soulager la famille. Et puis pour les aides humaines, en quelques mots, c'est ce qui permet à ces patients de vivre à l'extérieur. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de ressources humaines suffisantes et pas de formation vraiment orientée pour réaliser tous les soins nécessaires aux patients trachéotomisés. Donc actuellement, le domicile, c'est compliqué. Le prestataire reste un interlocuteur précieux au domicile. Donc voilà, on peut conseiller en tout cas la réalisation de checklists. Et puis voilà. Dernier petit mot sur l'intérêt de régler au plus juste les alarmes, parce que c'est quelque chose qu'on constate quand les alarmes, les respirateurs permettent beaucoup de choses. La pollution sonore qui peut être générée par des alarmes intempestives, ça a un impact très négatif sur la qualité de vie de ces patients, sur les troubles du sommeil. Et puis surtout, on constate dans certains cas une négligence du patient et de son entourage, avec des accidents graves qui sont arrivés parce que ça sonnait tellement tout le temps que personne s'en était préoccupé. Voilà. Merci beaucoup. Le temps pour une ou deux questions maximum. Ou remarques. Moi, j'ai une remarque, j'ai la même expérience que vous. Je suis référent respiratoire dans une masse où il y a des patients ventilés. Exactement la même problématique. Hein. Il y a le choix entre la sécurité et l'autonomie. Voilà. Et c'est parfois un vrai dilemme pour ces patients. Et j'ai la même expérience avec les alarmes, j'ai eu des accidents graves, etc. Et je me souviens, il y a quelques années, on était venu vous voir. Et on sortait du train, on arrivait avec le taxi, et on a vu sur la route un de nos patients trachéotomisés, comme ça, au milieu de la campagne, sur ce fauteuil roulant, comme ça. Un sujet quand même assez extraordinaire, quand même. J'ai cette image-là. Voilà, il y a un vrai souci pour ces patients, il y a un vrai souci sur les alarmes. Effectivement, on a les mêmes vécus, etc., de patients qui se débranchent, et parfois même à l'intérieur de la masse, où... Alors, on ne tilte pas à cause de l'alarme, parce que l'alarme, elle sonne pour n'importe quoi. On ne tilte pas et on arrive parfois trop tard. Hein. C'est une réalité pour ces patients, même si c'est rare. Moi, j'ai une réflexion sur les batteries. Est-ce que vous avez l'impression que l'autonomie des batteries a chuté au passage aux ventilations à turbine? Est-ce que ça a changé quelque chose en termes d'autonomie pour les batteries, pour vos patients? Alors honnêtement, je sais plus quelle était la durée d'autonomie avant avec l'éole. Sur l'éole, on arrivait avec les batteries, on arrivait à plus de 24 heures. Et une des difficultés qu'on a eues avec les turbines, c'est qu'on arrivait à des autonomies maximum de 8 heures. Ce qui a complètement changé le paradigme pour ces patients aussi. Ce qui n'est pas forcément pris en compte... Et là, c'est dommage parce que c'est pas pris en compte au moment de l'évaluation pour le remboursement, dans le renouvellement notamment
des machines. C'est vrai que là, il y a des respirateurs qui permettent de cumuler plusieurs batteries pour augmenter. Il y a des batteries externes qui ont des durées assez variables. Et puis, il y en a d'autres qui permettent de changer très facilement la batterie. Mais il faut que quelqu'un le fasse, soit vigilant à ça. Et dans la formation des aidants, c'est un des points capitaux, c'est qu'ils vérifient toujours le niveau de charge, en fait, qui est indiqué sur la plupart des écrans. Encore faut-il que les écrans soient accessibles, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Moi, j'avais une petite question, parce que, déjà, merci beaucoup pour ce topo et le partage de ton expérience, Perrine. J'ai une petite question, parce que je sais que tu fais des programmes de ventilation adaptés, tu as mentionné, par exemple, pour la crise d'angoisse. Et justement, comment vous débrouillez? Parce qu'une des problématiques, c'est que souvent, les patients ne peuvent pas eux-mêmes changer le programme. Donc, c'est un tiers qui doit, à ce moment-là, à la demande du patient, passer au programme adapté que tu as réglé. Oui. Et c'est vrai que à la résidence, au début, c'était les aides-soignants qui pouvaient simplement changer de programme. Il y a eu une période où ça leur a fait peur, en fait. Donc, c'était infirmier. Mais là, de nouveau, ce sont les aides-soignants. Ce qui peut être parfois compliqué, c'est que dans les programmes, celui qui était à la pipette, là, il était en volumétrique en double branche, alors qu'il était en mode à fuite. Donc, il fallait changer le circuit, il fallait tout changer, en fait, quand on changeait de programme. Donc, c'était pas simple. Après, oui, sur les changements simples, c'est assez facile globalement de changer de programme quand c'est la même configuration. Et ça se passe bien pour vous, quoi. Oui. Ouais. Mais avec une formation, on a fait du martelage vraiment du personnel. Bon, merci beaucoup. Donc maintenant, on passe à la communication du professeur Boyer.